Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler d'un livre, ou plutôt d'un auteur de cinéma, parce qu'un livre lui est consacré, lui est dédié. Le livre s'intitule L'œuvre donc de Makoto Shinkai. Le sous-titre, L'orfèvre de l'animation japonaise, on en parlera de ce sous-titre. C'est édité chez nos amis de Third Edition. Et d'ailleurs, je remercie le service de presse de Third Edition. Je montre la couverture qui est extraordinairement belle, à l'image, bien évidemment. Il y a les cieux, mais ça aussi, on va parler des cieux. À l'image donc de la filmographie de Makoto Shinkai. Et l'auteur, Alexis Molina, qui est là pour nous en parler, qui a accepté de venir. En tout cas, je lui en suis reconnaissant. Comment vas-tu, Alexis ? Bah, ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation, pour l'accueil sur l'émission. Et merci aussi pour ta patience, parce que voilà, ça a été un peu long et c'est sur de ma faute. Alors, d'emblée, d'un commun accord, je vais me permettre de lire pas quelques lignes, mais on va dire 2 gros paragraphes cette lecture va me permettre en tout cas ensuite de rebondir sur 2-3 aspects que je soulève en tout cas après avoir lu le livre dans son entièreté. Donc, c'est tout au début, hein, c'est au niveau de l'avant-propos, c'est même pas d'introduction, c'est l'avant-propos, et c'est page 10, et voilà ce que tu écris. Nous sommes le soir dans une maison pas vraiment bien rangée, pour ne pas dire franchement désordonnée. Il y a des montagnes de papier sur la table et un tapis poussiéreux au sol. Un chien noir et blanc dort sur un pouf orange près du feu. La lumière est chaude, une odeur de nouilles sautées. Pour cela, on ne peut que se fier à notre narrateur. Flotte dans l'air. Sur un canapé d'angle, orange lui aussi, un jeune adolescent est penché sur le bol, fumant, et mange les nouilles qui parfument la pièce et qu'il a cuisinées la veille avec sa mère. Là encore, il faut faire confiance au narrateur ou insérer un bref flashback en gros plan sur leurs mains s'affairant dans la cuisine. Face à lui, relié à la télé, un vieil ordinateur portable est posé sur un tabouret rouge. Sur l'écran, Tokyo bouillonne sous la pluie. C'est une avalanche de détails, de reflets. Dessinée d'une main de maître, la ville est verte. On en sentirait presque la moiteur jusque sur le canapé. Un gros plan nous révèle que les yeux caramels de notre protagoniste brillent. Il a 16 ans. Il mange seul, chez lui, le soir, et sa vie vient de changer. Il découvre Makoto Shinkai. Son monde s'élargit. L'animation devient un outil pour s'approprier Tokyo. Et le monde, tout ça est dessiné, mais tout ça est réel. Comme la boule au ventre quand Takao observe Yukari à la dérobée dans The Garden of Words en 2013. Puis, près du feu, le chien se réveille. On ne s'occupe pas assez de lui à son goût, alors il prend les choses en main. L'air de rien, il se rapproche de l'ordinateur et pose son museau sur le clavier. Pas de réaction. Alors il pousse un peu, jette un regard au jeune homme. Pas de réaction. Nouvelle poussée. L'ordinateur vacille. Alors le garçon doit bien se lever, s'occuper du chien, lui faire une place sur le canapé et le caresser un peu avant de relancer le film. Puis la magie reprend. En plus de l'odeur des nouilles et de la pluie, au-dessus du canapé flotte désormais celle des poils rêches réchauffés par le feu devant lequel le chien dormait. Cette scène, bien sûr, est un souvenir, anodin, banal, une soirée comme tant d'autres. Et pourtant, le voilà couché sur le papier dans les premières pages d'un livre qui n'aurait jamais existé sans lui. Pourquoi je prends le temps de lire ce très beau moment ? C'est parce que tout simplement, me concernant, quand on referme le livre, ce que je viens de lire, c'est vraiment à l'image de ce que je ressens. C'est-à-dire que il y a une espèce de douceur, je trouve, dans ta manière de nous raconter cette longue histoire qui est la tienne et autour, bien évidemment, Makoto Shinkai, et beaucoup plus autre chose. Donc, le style est très doux, je trouve. Et puis surtout, un travail sur les détails, de prendre le temps de faire des digressions. C'est-à-dire qu'à un moment, tu nous parles de ce chien qui veut uniquement qu'on fasse attention à lui. Et ce livre est rempli de digressions aussi, mais il y a toujours une espèce de fluidité. Donc, il y a le style, et ces digressions. Il y a aussi une troisième chose, mais ça, c'est là, pour le coup, on est dans le cinéma de Makoto Shinkai. En tout cas, c'est ce que tu nous dis, mais ça, on va en parler juste après. Donc, la cuisine interne, ce qui fait que le livre existe et qu'il existe aussi en nous, c'est ton style. Et donc, question très simple. Comment on écrit ça ? Alors, c'est une question qui est très simple et qui est très compliquée en même temps. Déjà, quand même, merci d'avoir pris le temps de t'as lu ça très bien et merci pour les retours parce que
tes retours correspondent à moi, la façon dont j'essaye d'écrire. J'essaye de pas m'interdire des digressions. Et j'essaye justement d'utiliser ça pour construire ce livre en général et mes textes en général. Tout ce que je peux écrire, j'aime bien la digression, je trouve que c'est une forme hyper importante. Donc comment on écrit un livre comme ça? D'abord, on écrit en ayant, allez, petit moment promo, une maison d'édition derrière soi et c'est important. On écrit en ayant des gens comme Mehdi qui te font confiance et qui te font confiance, donc Mehdi qui était mon éditeur chez Ferd, qui est un des cofondateurs de Ferd, qui te font confiance quand tu les contactes, qui te font confiance dans les premiers jets qui sont pas très bons et qui ensuite te laissent, écrire comme tu veux écrire. Tu vois, ce livre, sur Shinkai, c'est un livre qui est un peu étrange parce qu'il est presque un peu universitaire, mais en même temps, si tu présentes ça à des universitaires, ça l'est pas du tout parce que c'est pas assez détaillé, il y a trop d'intime dedans, trop de personnel. Donc c'est de la critique, mais en même temps, avec des approches un peu singulières. Et voilà, les médias a accepté qu'il ait cette forme. Donc voilà, ça c'est le premier truc. On a des éditeurs qui sont prêts à te suivre dans ce genre d'aventure. Et ensuite, moi, mon ambition quand j'ai écrit le livre, c'était d'abord de faire un truc complet sur Shinkai. Je voulais que ce soit un bon livre et que ce soit un livre utile à des gens qui voudraient comprendre Shinkai et son cinéma. Mais je voulais aussi que ce soit mon livre. C'est mon premier livre et c'était important que ce soit un livre qui est ma patte et qui est mon écriture et donc mon style. Et donc, j'ai essayé de mettre ça là-dedans et j'ai essayé de... Tu vois, cet avant-propos, c'était ça. C'était aussi de dire que voilà, ça allait être un livre... c'est un livre intime et c'est un livre que je pense... Alors, je sais pas s'il parle de moi, mais en tout cas, à travers Shinkai, à travers la façon dont moi je lis et regarde Shinkai, je voulais mettre de moi et mettre de mon rapport au cinéma, à l'animation, au Japon, à l'art en général. Voilà. Je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais c'est l'intention qu'il y avait en tout cas dans ce livre et qui a permis qu'il naisse sous cette forme. Alors, tu y réponds. Hein, il y a juste une petite chose sur laquelle je vais me permettre d'insister, j'espère pas trop lourdement, mais que tu as légèrement évoqué, c'est cette subjectivité. Et cette subjectivité, je trouve qu'elle est traduite dans ce livre, ou plutôt dessinée, sans mauvais jeu de mots, vraiment par une espèce de douceur que j'ai rarement lu et vu dans des écrits sur le cinéma. C'est quelque chose comme ça de très apaisant et qui sont pas forcément à l'image des films de Shinkai qui peuvent aussi être très violents dans sa complexité. Et donc, c'est vrai que c'est toujours bizarre de demander à un auteur, mais comment vous faites pour écrire de cette manière-là? Parce que lui-même, peut-être, me dira, écoutez, voilà, il y a un tout. Mais voilà, je suis bavard, c'est une émission de dialogue, donc cette douceur, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? C'est dur, alors c'est dur à définir. Je pense qu'il y a une douceur, moi, dans mon rapport à Shinkai. C'est-à-dire que moi, dans mon rapport à Shinkai, c'est un réalisateur, c'est pas... si je dois un jour faire une liste des réalisateurs ou des réalisatrices d'ailleurs que je trouve les plus impressionnants, je ne mettrais pas nécessairement Shinkai, mais par contre Shinkai, il y a un côté très chaleureux dans son cinéma c'est un cinéma qui me touche vraiment de manière assez profonde et assez intime, pour plein de raisons, parce que je l'ai découvert assez jeune, parce que pour les thématiques, pour le grain de l'image, la mise en scène, mais donc je pense que d'une part, la douceur vient de là, vient de ce côté de ma relation à son cinéma qui est vraiment un cinéma doudou, c'est cliché, mais c'est presque ça, quoi. C'est-à-dire que je sais pourquoi je signe pour du Shinkai et j'aime cette espèce j'aime la tendresse de son cinéma et donc forcément, je pense que j'en parle avec tendresse d'abord. Et ensuite, j'aimerais te dire, mais alors là, je ne peux que souhaiter ça, que c'est lié à mon style, parce qu'en réalité, j'en sais pas grand-chose. C'est dur de définir son propre style, mais ça me ferait plaisir, en tout cas, si un des éléments de mon style, c'était la douceur, parce que je pense que c'est important. Et j'aime bien parler des choses et des gens avec... j'aime le détail. Tout à l'heure, tu parlais de digression. J'aime bien la digression, j'aime bien le détail, parce que je trouve que c'est... comment dire ? C'est une forme d'attention. Être capable de saisir le détail d'un livre, d'un film, peu importe, mais aussi d'un paysage, quelque chose comme ça montre que tu as une forme d'attention pour les choses et ça montre que tu as une forme d'envie de comprendre les choses. Donc, j'espère que c'est ça. Mais encore une fois, je peux que souhaiter ça. C'est dur de le définir, de te dire, bon, c'est vraiment ça. Ce serait très prétentieux de te dire, ouais, je suis quelqu'un qui fait vraiment très, très attention aux choses et donc je fais des trucs très doux. Mais j'aimerais que ce soit ça.
Pardonne de faire personnellement, enfin, pardon, de faire moi-même une petite digression et de parler un peu de moi, j'en suis désolé, c'est pas le but Pas de de souci. l'émission, mais juste, j'ai un cinéaste de ce qu'on a, voilà, qu'on appelle un cinéaste de chevet, qui est John Ford, et c'est depuis très longtemps, et il m'arrive parfois de le mettre de côté pendant un certain temps, mais j'y reviens constamment. Voilà, c'est le rapport que j'ai avec ce cinéaste-là. Est-ce que tu as ce même rapport avec Makoto Shinkai? Mmh, je suis pas sûr que ce soit un cinéaste auquel je reviens tant que ça. Par contre, j'ai toujours énormément de plaisir à m'y plonger. En fait, je pense que je l'ai regardé, j'ai vu ces films très jeune, vers 16-17 ans, donc ce que je raconte, et j'ai vu à cette époque tout ce qui sortait, et ça a été vraiment alors ça a pas été ma découverte de l'animation parce qu'il y a eu, le monsieur, juste ici avant lui évidemment quand j'étais petit, il y a donc Miyazaki évidemment, qui est passé avant, mais bon, ça a été un moment en tout cas assez important je pense dans ma vie, la découverte de Shinkai, et donc si tu veux, c'est une espèce de point d'origine et qui est là, qui existe en tant que tel, et j'ai pas forcément besoin d'y revenir tout le temps. Évidemment, quand je découvre ces films, je les découvre avec plaisir et c'est toujours un plaisir de m'y replonger, mais tu vois, je me dis pas: «Oh tiens, je sais pas ce que je fais ce dimanche soir, je me relance un petit Shinkai», je pense pas, mais parce que c'est pas trop mon rapport au cinéma de base de regarder beaucoup. Donc je saurais pas trop comment le décrire. Je dirais vraiment que c'est quelqu'un qui a vraiment élargi mon regard sur l'animation et sur le travail sur l'animation, sur la finesse de l'animation, et qui m'a ouvert plein de pans quand j'étais très jeune, qui m'a beaucoup touché quand j'étais très jeune. Voilà, et donc et ça, je le porte encore maintenant que j'ai pris, quelques années. Voilà, je pense que c'est plus ce type de rapport-là. C'est quelqu'un qui a été très, très important à un moment dans ma vie, et hem et dont l'importance se perpétue maintenant, quoi que je fasse et peu importe que je le regarde ou pas. D'ailleurs, c'est pour ça que tu lui consacres ton premier livre, en fait. Premier livre, évidemment, c'est ça. Parce que pour le coup, tu vois, ça a été quelqu'un de vraiment très fondateur. Ça aurait été, hem, ça aurait pas eu de sens d'aller chercher, enfin, pour un premier livre, ça aurait eu moins de sens d'aller chercher quelqu'un, qui me parle beaucoup plus maintenant, mais qui me parle, sur des goûts, déjà fondés, déjà existants, tu vois? Alors que Shinkai, c'est vraiment quelqu'un qui a défini mes goûts, qui a orienté, bah, une grande partie de ma cinéphilie, en fait, je pense. C'est-à-dire que grâce à ce cinéaste-là, il y a eu des connexions avec d'autres et Ouais, d'autres et je d'autres. pense, je pense que, bon, 16-17 ans, c'est un âge où tu te cherches, c'est un âge où Oui. tu découvres plein de choses, tu explores plein de choses. Moi, à 16-17 ans, en plus, j'avais la chance d'être au lycée avec un ami, Vincent, qui était, cinéphile, avec un large panel de goûts et qui me faisait découvrir plein de films. Il m'a fait découvrir beaucoup de cinéma américain notamment. Tout ce qui était les James Gray, les Scorsese, le cinéma, classique américain, enfin classique, oui, classique américain, contemporain, mais Shinkai, il m'a fait voir autre chose, un cinéma un peu plus contemplatif, un peu plus, un cinéma asiatique. Ça a ouvert, je pense que maintenant, j'aime un cinéma très, j'aime les Wong Kar-wai, j'aime, je sais pas moi, les Apichatpong Weerasethakul, les cinéastes un peu lents, un peu les Naomi Kawase, et ça part de Shinkai, ça part des images de Shinkai, heu, ça part de 5 centimètres par seconde, ça part de, heu The Garden of War, tous ces films où quelqu'un qui prend le temps de filmer le monde. Voilà, j'aime bien un cinéma atmosphérique, et je pense que ce cinéma atmosphérique, je l'ai découvert avec Shinkai. D'ailleurs, on va parler de ça, du rapport au temps, Ouais, bien sûr. plus tard. Ça, c'est évident. Je l'ai bien entouré d'ailleurs. Question, autre question. Et là, pour le coup, maintenant, on va vraiment s'occuper de cette affaire-là, l'affaire Shinkai. Ouais. Mais d'abord, comme d'habitude, encore, comme toujours, je sais, je suis un peu redondant par rapport à ça, toujours la cuisine interne. Est-ce que tu peux nous expliquer donc c'est un premier livre, comment on approche ça fait 14 minutes que tu nous as bien expliqué le rapport que tu as avec Shinkai. Maintenant, Ouais. eh bien, fort de tous ces éléments-là, j'aimerais savoir comment on approche un cinéaste comme ça, OK. comment on structure un livre de cette manière. Alors, bah, d'abord, c'est beaucoup d'échecs, et puis à un moment, tu te rends compte que tu trouves un truc qui marche. Le Pour être honnête, en fait, le premier jet de ce livre a rien à voir avec, le vrai livre. Je m'étais dit que je voulais faire quelque chose de très, compliqué. Je voulais aller chercher des thématiques, mélanger, croiser les films, tout ça, et ça marchait pas. C'était vraiment c'était catastrophique, et je sens que j'ai envoyé le premier brouillon à Mehdi en me disant: «Putain, mais
il va jamais accepter, il va résilier le contrat direct, c'est finito, t'as gâché ta chance et tout. Et bon, il m'a dit très, avec beaucoup de tact qu'il allait falloir revoir le projet. Et en fait, tout simplement, j'ai choisi de faire un truc très simple et de faire commencer de. En fait, Shinkai, c'est quelqu'un chez qui il y a une progression assez évidente. Ses films, ils sont. Alors, les mauvaises langues diraient que ses films sont tous les mêmes. Moi, je dirais que ses films évoluent. Est-ce que c'est. Alors, je suis désolé, je t'ai interrompu, je déteste faire ça, mais est-ce que c'est un problème que ce soit tous les mêmes? Non, c'est pour ça, moi, ça me gêne pas du tout. Et en plus, c'est pas vrai, ses films sont pas tous les mêmes. Mais bon, un reproche qui lui a été fait et qu'on entend assez couramment, c'est ouais, il fait tout le temps les mêmes films un peu jolis. Bon. Je souscris évidemment pas à cette vision, mais de fait, il y a quelque chose de très. Comment dire, ces films sont tous très liés les uns aux autres, et en fait, ils évoluent, et on sent vraiment sa progression d'un film à l'autre. Et donc, c'était facile de suivre ça, en fait. C'était, pour un réalisateur comme Shinkai, c'est presque une évidence d'aller de son premier film, de ses premiers courts-métrages, et d'avancer dans le temps, et de suivre son avancée dans le temps. Parce qu'en fait, il évolue de manière très, très flagrante, quoi. Il le dit lui-même, il en est conscient lui-même. Donc voilà, c'était suivre cette évolution chronologique, c'était une première option qui a été bien. Et ensuite, c'est aussi un réalisateur qui a des obsessions assez évidentes. On a dit le temps, je peux te citer La Séparation. Bref, c'est les chapitres du livre de toute façon. Et en fait, voilà. Et donc, ça me paraissait finalement assez logique, assez cohérent de commencer par dire, ok, Shinkai, il existe dans le temps, et il existe dans une chronologie, et il a progressé, il a appris, il s'est entouré, etc. Et il existe dans des idées. Et donc faire d'un côté le temps et ensuite les idées, c'était la structure la plus simple et la plus évidente. En fait, c'est une structure qui s'est imposée à moi. Une fois que j'ai testé des trucs très compliqués où je mélangeais un peu tout, on est revenu à cette structure simplissime et en fait qui fonctionne, quoi. Oui, en fait, pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu le livre, pardon, c'est qu'il y a deux grosses parties et en fait, tu commences d'emblée par questionner les films. Ouais. C'est ça, c'est la première partie. Alors ça, c'était... Voilà, je t'en prie. C'était la deuxième chose aussi. En fait, je fais un film sur Shinkai, je fais un film sur ses films. Je fais un livre, pardon, pas un film du tout. Et en fait, du coup, ça me paraît évident que les gens sont là pour ces films, en fait. Donc, autant rentrer dedans et autant parler des films. Voilà, il y avait aussi cette envie de... Enfin, en fait, c'est, comment dire, cette réflexion de, OK, de quoi je parle, à qui je m'adresse et pourquoi je le fais. Et je parle d'un réalisateur parce que j'aime son cinéma et que je veux m'adresser à des gens qui aiment son cinéma aussi. Donc autant parler de son cinéma direct et de ses films. Et puis on dessinera sa vie au fur et à mesure de la chronologie de ses films parce qu'en fait, de toute façon, il a commencé à faire du cinéma très jeune. Et en fait, sa vie s'écrit au fur et à mesure de ses films, quoi. C'est-à-dire que il grandit avec ses films. Donc autant, voilà, c'était vraiment cette idée de, OK, on va juste parler de cinéma parce que c'est ce qui lie tout, en fait. Le lien de tout ça, c'est le cinéma et c'est son cinéma, donc autant en parler. Alors, il y a une chose aussi, c'est que d'emblée, dès le début du bouquin, enfin, tu le dis à ta manière, mais l'animation, c'est du cinéma. Alors, bon, moi, je lis ça, je veux pas me sentir élitiste, mais pour moi, c'est évident. C'est comme le documentaire, c'est du cinéma, il n'y a pas de souci, on le sait. Bon, c'est vrai que parfois, il faut le rappeler un peu, mais surtout pour le documentaire, mais c'est du cinéma. Et donc, il y a ça. Et puis, au début, je ne comprenais pas pourquoi tu insistais beaucoup là-dessus. Peut-être parce que je ne voyais pas que ça peut être une banalité, mais finalement, non. Et puis, quand je lis le premier chapitre, la première partie, je comprends en fait, et je pense que c'est ça, j'espère en tout cas, c'est que tu suis comme ça le fleuve de sa filmographie, et ça donne en plus de... on apprend, ça donne un état des lieux de ce qu'il est, mais aussi peut-être, je pense, un état des lieux du cinéma de ce genre qui est en train d'évoluer aussi. Est-ce qu'il y avait peut-être cette piste-là que tu voulais développer? Ouais, alors, l'idée, c'était aussi de le placer effectivement, dans sa génération, dans son époque, dans son pays. Donc oui, clairement, c'était... en fait, je voulais pas non plus qu'il soit perçu comme une personne extérieure à tout, quoi, et qui fait son truc dans sa tour d'ivoire. Non, Shinkai, il appartient à un pays, à un système, à une économie, à tout un tas de trucs qui définissent ce qu'il fait. Et c'est important de le montrer. Ouais. Donc, oui, clairement, c'était une ambition du livre. Aucun souci là-dessus. Bon, on va être très pédagogique pour le coup. Donc, question très pédagogique. Qui est Makoto Shinkai? D'où vient-il?
Alors, c'est un réalisateur japonais qui s'appelle de Makoto Nitsu et qui vient, j'oublie à chaque fois et j'ai pas pensé à rechecker, de la Cambrouge japonaise. Je sais plus exactement la ville. Nagano, C'est si je dis pas de Dagan, bêtises. tu l'avais Ouais, dit. c'est la préfecture de Nagano. Et alors la ville, Voilà. la campagne. Il vient de la campagne. C'est quelqu'un qui vient de la campagne, qui est monté à Tokyo pour ses études, pour son travail, qui a commencé dans le jeu vidéo, qui faisait des cinématiques et qui a décidé de faire du cinéma tout seul, avec ses ordinateurs et qui a produit ses premiers films tout seul, en faisant tout, il faisait les doublages, il faisait absolument tout. Et qui, de ses premiers films, est devenu aujourd'hui le fer de lance de l'animation japonaise et le réalisateur qui fait le plus d'entrées avec ses films chaque année, à chaque fois qu'ils sortent, qui enchaînent les succès. Voilà, on peut le résumer comme ça. Shinkai, c'est ce gars qui a commencé à faire des films tout seul dans sa chambre et qui aujourd'hui est le réalisateur japonais le plus vu dans le monde. Parce qu'il a un certain talent pour faire des films et qu'il a bien fait de s'y mettre. Quand tu l'as interviewé la première fois, quand tu l'as interviewé, ouais. Qu'est-ce que... C'est une question peut-être un peu... C'est pas forcément people, mais qu'est-ce que tu voyais en lui qu'est-ce qui ressortait quand tu étais face à lui, qu'est-ce qui ressortait et que tu pouvais faire comme connexion avec ses films? Avec son cinéma? Ouais. La douceur. On y revient, la douceur. C'est quelqu'un j'allais dire comme si je le connaissais depuis 15 ans, c'est quelqu'un d'extrêmement doux. J'en sais rien. En interview, il est extrêmement doux. C'est quelqu'un qui donne l'impression d'être extrêmement calme, extrêmement réfléchi. Alors moi, quand je l'ai interviewé, c'était un junket. Donc les junkets, c'est des exercices compliqués. En gros, on séquestre un réalisateur ou une réalisatrice dans une chambre d'hôtel. Et il y a 15 000 journalistes qui défilent et qui posent les mêmes questions, ou pas d'ailleurs, mais qui reçoivent les mêmes réponses parce que au bout de 15 interviews, tu es en pilote automatique. Et donc voilà, donc c'est pas des moments très agréables, ni pour les intervieweurs, ni pour les interviewés. Mais même malgré ça, tu vois, il avait il donne l'impression d'être quelqu'un d'extrêmement calme, d'extrêmement apaisé, extrêmement doux et extrêmement tendre. Et je pense que ça sent dans ses films. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour ses personnages, qui a beaucoup de tendresse pour le monde. Ça, je pense qu'on en reparlera peut-être parce que je crois que c'est assez important dans son style. Et ça se sent en fait. Ça sent que c'est... Tu vois, on parlait de ce que je te disais tout à l'heure sur ce que j'aimerais faire comme littérature, quand j'écris, avoir une attention pour les choses, faire attention aux détails. C'est quelque chose qui ressort chez Shinkai, ça. Il a l'air de faire attention aux gens qui l'entourent, au monde qui l'entoure et de vraiment regarder les choses. Moi, quand je l'ai interviewé, c'était pendant une grève et ça l'amusait, la grève, mais ça l'intéressait. C'est-à-dire qu'il y a ce truc de « Ok, je veux voir ce que c'est, je veux comprendre ce qui se passe autour de moi. » C'est l'impression qu'il dégage, en tout cas. On dit généralement, une phrase très, très basique, hein, très bête, mais surtout dans le documentaire, être cinéaste, c'est aussi quelqu'un ou quelqu'une qui pas forcément sait voir, mais qui prend le temps de voir. Et quand je vois ça, la question qui me... C'est pas pourquoi l'éditeur, généralement c'est l'éditeur qui choisit, ou parfois c'est l'auteur ou l'autrice. Non, moi ce que je voudrais savoir, c'est toi, Alexis, selon toi, qu'est-ce qu'il y a dans les cieux? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, mais qu'est-ce qu'il y a dans les cieux finalement, chez Makoto Shinkai? Alors, pour le citer lui-même, et pour citer ses mots dans notre interview, le ciel, c'est un gigantesque écran de cinéma. Et ça, je suis assez d'accord avec lui. Ces films, c'est vraiment des films... il y a une dualité très forte dans ces films, c'est-à-dire qu'ils sont soit minéraux, et des films extrêmement, rugueux et souterrains, soit ils sont célestes, et soit ça se passe dans les cieux, et soit c'est très aérien, très léger. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Il y a... J'ai envie de te dire qu'il y a presque son cinéma dans le sens où d'abord ses premiers films se passent dans les cieux et en fait tu sens que c'est quelqu'un qui regarde beaucoup le ciel. En tout cas, c'est ce qu'il dit en interview et ça, je pense que ça se sent dans ses films. Il m'expliquait dans notre interview que quand il était petit, il a grandi à une époque sans téléphone, tout ça, à la campagne, donc il se faisait chier grosso modo et il regardait le ciel, quoi. Il regardait les nuages, les étoiles, les trucs comme ça et tu sens que c'est quelque chose où tu projettes des choses. Voilà, je dirais que le ciel, c'est un espace sur lequel tu projettes des choses.
des rêves, des fantasmes, des souvenirs, ce que tu veux. Et donc, bon, bah, ça ressemble quand même très fortement au cinéma et à l'écran de cinéma, hein. Mais ouais, je dirais que c'est ça dans ces films. Tous ces films, quand tu penses à ces films, et notamment ces premiers films, quand les personnages regardent le ciel, ils y voient quelque chose. Je pense à La Tour de des Nuages, son tout premier long métrage. Tu vois, il y a cette espèce de fantasme où c'est des gamins, des adolescents qui regardent le ciel et ils voient cette espèce de ligne droite que dessine une tour. Et cette tour incarne absolument tout et n'importe quoi. Ça pourrait être... elle incarne leur amour, elle incarne leur futur, elle incarne la militarisation de leur pays, des rêves, des peurs, des angoisses, plein de choses. Et voilà, je pense que on peut mettre ça dans le film. Et si tu penses à Your Name, c'est pareil. Your Name, le ciel, c'est l'espace de la météorite, c'est l'espace de la destruction du Japon, mais aussi l'espace de sa... comment dire? C'est aussi via la météorite et via ce qu'elle permet que les deux personnages se rencontrent, qu'ils se sauvent. Donc voilà, je dirais que c'est ça. Le ciel, c'est cette espèce de grand écran sur lequel tu peux projeter à peu près tout ce que tu veux. Et la grande histoire dans tout ça, est-ce que c'est un élément important aussi est-ce que cet élément fait partie aussi de ce qu'il y a dans cet écran de cinéma pour Le ciel ou la grande histoire, tu veux dire l'histoire La grande histoire, avec un H. C'est pour ça, voilà. Est-ce que l'histoire du Japon, est-ce qu'il voit aussi ça dans les cieux, le cinéaste? Alors ça, je saurais pas te dire. Je suis pas sûr que Shinkai soit quelqu'un qui soit très habité par comment dire, par le bombardement par le bombardement de Hiroshima et Nagasaki. Je suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui soit très habité par ça et ni par exemple, je sais que quand il parle des inondations de 2018-2019, les inondations qui sont arrivées à peu près en même temps que la sortie des Enfants du Temps, bon, les images l'ont frappé forcément, mais bon, Les Enfants du Temps, c'est pas forcément un film très, comment dire, très écologiste, notamment dans sa conclusion. Il est plus, au contraire, pour le coup, je crois que son rapport à l'histoire du Japon, elle est plus ancrée dans le sol, elle est plus ancrée dans le traumatisme de Fukushima et donc de la triple catastrophe du 11 mars 2011. Et je pense que son lien à l'histoire de son pays, elle est plus écrite dans le sol et dans la mer que dans le ciel, pour le coup. Et je pense que le ciel, c'est plus un espace d'évasion et un espace justement encore une fois, de projection. Voilà, je dirais plutôt ça. Après, il y a des universitaires qui ont fait des théories sur la tour de des nuages, notamment, et qui ont parlé de la tour comme une espèce d'avatar du passé colonial du Japon. Mais là, c'est des théories d'autres personnes. J'en parle un petit peu dans le livre. Moi, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus, mais je ne suis pas forcément sûr que ce soit dans le ciel que son rapport à l'histoire soit le plus évident. Qu'est-ce qu'il essaye dès ses premiers films, dès les courts-métrages, j'entends bien par là. C'est la première partie, le premier chapitre de ta première partie. Est-ce que, alors, bien évidemment, comme tu es toi-même journaliste, tu sais que les questions que je pose, les réponses sont dans le livre, donc c'est pour ça mais bon, ça nous permet aussi d'en parler. D'ailleurs, je rappelle, et je ne l'ai pas dit dès le début, ou alors peut-être que j'ai oublié, mais comme d'habitude, dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus, et ça renvoie directement à la page dédiée du livre sur le site de Faire d'édition. Donc voilà, si vous voulez vous le procurer, je vous y invite fortement. Oui, dès ces premiers films, est-ce que je te cite, grammaire visuelle, est-ce qu'elle est identifiable maintenant avec le recul dès ses premiers films et surtout dans sa manière de raconter une histoire? Ouais, complètement. Complètement. Il y a un film perdu, The World Being Closed, où on a juste quelques images du film. C'est un espèce de film avec espèces de petites patates qui se battent dans un monde crépusculaire. Et tu as déjà, tu vois, dans les images qu'on voit, cette espèce de science du crépuscule, des personnages qui sont seuls, écrasés par le ciel complètement. Tu as déjà ça. Et ensuite, dans son premier film qu'on peut voir, donc The World, tu as... oui, pardon, je suis fatigué, j'ai pas les... Oui, mais c'est Otherworld le premier. Il y a un truc qui est assez marquant, il y a une séquence d'enchaînement de plans. Tu as quelques plans, 5-6 plans en quelques secondes, et tu as ensuite un travail sur le temps. Tu sens que déjà à l'époque, il commençait à se poser la question du rythme. Comment on rythme des images? Est-ce qu'on peut accélérer des images, les ralentir? Comment on peut couper la narration pour en fait juste dire l'essentiel? Donc oui, complètement. Autant dans la mise en scène,
Otherworld, c'est un film qui est complètement dichotomique avec l'opposition ciel-terre qui est très ferme dès le début, mais aussi dans le rythme. Il y a en fait tout dans ses premiers films et tu sens vraiment que il a trouvé quelque chose et qu'ensuite il a travaillé dans sa carrière et qu'il a fait évoluer. Et c'est pour ça que je te disais que l'ordre chronologique était important parce qu'en fait, ça se sent qu'il apprend de ses films et que après chaque film, il se pose la question de OK, qu'est-ce qui marche pas, comment je peux construire là-dessus, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui l'était pas, et il évolue là-dessus. Donc oui, il y a complètement un style et une grammaire visuelle ou une patte Shinkai très affinée dès le début de ses films. Ouais. Si on prend la fameuse question de l'émission qui se trouve sur Arte, Blue Up, et qu'on peut retrouver aussi sur Internet, qui dit ça dit quoi, qu'est-ce que c'est un film de... Eh ben, la question ce serait, ça dit quoi un film de Makoto Shinkai? Est-ce que ça dit quelque chose du Japon, du monde, ou ça dit beaucoup plus de choses concernant le cinéma en lui-même? Je pense que ça dit plein de choses. Je pense que les derniers films, notamment, disent quelque chose du Japon, de manière assez évidente. Les 3 derniers films disent quelque chose du Japon, ils disent quelque chose du rapport du pays à son histoire, qui est assez essentiel, je crois. Ça dit quelque chose je pense que c'est des films qui parlent presque tous de la perte, d'une manière ou d'une autre. Et ça dit quelque chose sur la place que la perte joue dans nos vies. Enfin, dans des vies. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très universel et que ça dépend pas que du Japon. Donc, je pense que ça peut parler de ça. Et ça dit quelque chose du cinéma, bien sûr. Ça dit quelque chose Moi, une des choses qui me fascine le plus avec son cinéma, c'est que Shinkai travaille presque toujours sur photographie. C'est-à-dire qu'il prend des photos du monde et ensuite il le redessine. Et ce projet de redessiner le monde, de remettre en scène le monde à l'identique, mais pourtant de prendre la peine de l'animation, et l'animation telle qu'il a fait, c'est quand même un travail titanesque. Prendre cette peine-là pour refaire le monde à l'identique, pour moi, ça dit quelque chose du cinéma et de ce que peut le cinéma et de l'outil qu'est le cinéma pour comprendre le monde et pour... Il y a un mot très cliché, mais qui fonctionne très bien pour Shinkai, réenchanter le monde. Donc voilà, je pense que ça dit ces 3 trucs sur la perte, la capacité du cinéma à réenchanter le monde et dans le dernier tiers de sa carrière, le rapport du Japon à son histoire. Pour paraphraser Serge Daniel, est-ce que ce serait aussi la promesse d'un monde dans lequel toi tu vas habiter? Son cinéma? Ouais. Je sais pas, parce que ces mondes sont pas forcément hyper... comment dire? C'est une bonne question, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Il y avait 2 réponses. En fait, tu as la réponse de celui, toi, à 16 ans, et la réponse de toi aujourd'hui. Au contraire, je pense... Enfin, comment dire? J'aurais tendance à dire que dans ces films, il y a une espèce de volonté d'immortaliser une sorte d'époque avant qu'elle disparaisse. C'est assez clair dans The Garden of Words, qui est un film qui a vraiment comme vocation de préserver les paysages de Tokyo, parce que il y a une espèce de peur de l'anéantissement qui est assez ancrée chez Shinkai. Et donc, en ce sens, effectivement, c'est un monde dans lequel on peut vivre et on pourrait vivre. Donc, la réponse pourrait être affirmative. Et de l'autre côté, il y a aussi, une volonté de magnifier ce monde. C'est-à-dire qu'en le redessinant, il en change les lumières, il en change les couleurs, et il l'uniformise quelque part. Et ça, c'est un fantasme, enfin, c'est un monde dans lequel, qui n'est pas habitable, parce que c'est c'est un souvenir, c'est une sorte de souvenir, c'est une réalité devenue un souvenir du monde. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Il y a cette idée que le monde de Shinkai, en fait, il prend une photo, il arrête une époque, il fige une époque, mais il n'utilise pas cette époque, il utilise le souvenir de cette époque, et c'est ça qu'il essaie de préserver. Donc, c'est par essence pas habitable, parce que c'est par essence un monde qui n'existe pas vraiment, qui a été remodalisé et retransformé par la photo, par le cinéma, par l'arrêt du temps, par les lumières. Voilà. Donc, je pense pas que ce soit un monde dans lequel on vive ou puisse vivre. En revanche, par contre, je crois qu'il y a quelque chose de... si on s'éloigne un peu du côté visuel et qu'on parle un peu plus de ce que lui attend de ses films, je pense que pour le coup, effectivement, c'est des films qui proposent presque des nouveaux rapports à l'histoire, des nouveaux rapports au pays notamment, et qui sont effectivement des nouveaux rapports dans lesquels, à titre tout à fait personnel, j'aimerais bien vivre. C'est-à-dire que vivre dans un monde qui a le rapport à son histoire qu'ont les films de Shinkai,
Ouais, clairement, je prends tous les jours très largement. Mais pour réenchanter, comme tu dis, Mmh. ce monde ou ce rapport au monde, est-ce qu'il y a aussi, et là on va venir, est-ce qu'il faut aussi passer par, là quand je dis est-ce qu'il faut, c'est est-ce que le cinéma de Makoto Shinkai doit passer Ouais. aussi par le réenchantement du temps, de la notion de temps? Ouais, complètement. D'abord, il y a quelque chose de dans ces films, le temps, il est assez, complexe. C'est-à-dire que d'un côté, tu as ces personnages qui sont des personnages qui ont du mal à gérer le temps. Dans l'ensemble, le temps, c'est douloureux chez Shinkai. C'est, très souvent, ça c'est son premier film, c'est Voices of a Distant Star, hein. Le temps, c'est quelque chose qui t'éloigne. Tu as, tu vois, Voices of a Distant Star, c'est cette histoire de 2 adolescents qui sont séparés dans l'espace et dont les messages mettent de plus en plus de temps à s'atteindre. Et d'abord, c'est quelques jours, puis c'est quelques semaines, puis après, c'est 8 ans. Et ça crée des personnages qui sont complètement abrutis et écrasés par le temps. C'est un peu pareil dans 5 cm par seconde. Hein. 5 cm par seconde, il y a un lieu original, il y a cette espèce de. Entre les deux personnages principaux, le baiser qui partagent un moment sous un arbre quand ils sont à l'école. Et puis après, le temps file et en fait, ils s'éloignent de ça, ils sont de plus en plus loin de se baiser. Et le temps, tu sens qu'il y a quelque chose de très douloureux dans le passage du temps pour ces personnages. Et par contre, à l'inverse, pour Shinkai, le temps, c'est un outil qui est formidablement jouissif à utiliser parce que, et ça, c'est le propre du cinéma. Dans le cinéma, tu fais ce que tu veux avec le temps, tu l'accélères, tu le ralentis, tu reviens, c'est du montage, en fait. Et je me suis complètement perdu dans ta question. Mais oui, Non, oui, le c'était par temps. rapport au par rapport, comment à ce moment-là, il gère finalement le rapport au temps. Mais pour l'instant, tu n'as pas fait de digression, tu es dedans, hein, au niveau de ta Pour lui, réponse. clairement, pour lui, le temps, c'est vraiment cette espèce d'outil un peu. C'est un plaisir, quoi. Tu sens qu'il y a vraiment une jouissance en fait, du contraste entre ces personnages écrasés par le temps et lui qui montre que, Mm. en fait, on peut reprendre possession du temps et qu'on peut se réapproprier le temps et que une des façons de le faire, c'est le cinéma. Et je pense que ça, il en est très conscient. Et je pense que même pour lui, tu vois, il y a ce truc il met beaucoup de lui dans ses films. Il met beaucoup d'expérience personnelle dans ses films. Et je pense que c'est une espèce de victoire sur le temps, une espèce de victoire sur un temps qui passe et qui réussit à arrêter avec son cinéma, quoi. Alors, comme d'habitude, à chaque fois que je fais une émission avec un écrivain ou une écrivaine de cinéma, il y a toujours cette frustration de ne pas pouvoir tout dire. Et ça, je pense que bon, c'est malheureusement logique. Mais je vais quand même rappeler une chose, c'est que le livre est édité chez Feur d'édition et que dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous tombez sur la page dédiée du livre sur le site Feur d'édition. Encore deux questions. On parle du monde, on parle de réenchantement, on parle du temps, mais dans ce monde, il y a aussi des personnages. Et parfois, ce sont des adolescents, pardon. Et Ouais. puis surtout, que ce soit des adolescents ou des adultes, il y a quand même un truc qui les relie un peu tous. Enfin, il y a un truc, enfin, il y en a plusieurs, mais au moins, il y a un truc sur lequel peut-être on peut y revenir. Et tu en parles je crois même que tu lui consacres même un chapitre, si j'ai bien lu. C'est la représentation de l'amour. Ouais. Et ça, c'est très spécifique j'aurais bien voulu peut-être que tu en parles un peu de ça. Ouais, bon, presque tous ces films sont des histoires d'amour. Ce qui est assez intéressant, je trouve, chez lui, et je crois, moi, ce qui m'a parlé quand j'étais plus jeune, alors je sais pas ce que ça dit de moi, mais écoute, c'est pas grave, c'est que c'est des histoires d'amour qui marchent pas. On est souvent sur des personnages, en fait, qui s'aiment, mais qui sont séparés pour des raisons plus ou moins indépendantes de leur volonté, ou alors c'est des amours qui sont à sens unique, ou c'est des amours qui fonctionnent pas. Enfin, dans l'ensemble, l'amour ne fonctionne jamais chez Shinkai. C'est très rare qu'il y ait un happy end, c'est arrivé assez tardivement dans sa filmographie. Mais la plupart du temps, ces personnages, en fait, ils s'aiment avant que le film commence. Et en fait, le film raconte leur séparation et le film raconte leur éloignement. Et ça pourrait être très, très triste comme vision d'amour. Ça pourrait être on pourrait penser que Shinkai, c'est quelqu'un qui dit bon, l'amour, ça marche pas. De toute façon, on est tous condamnés à vivre seul, à mourir seul. Donc, bon. Et en fait, c'est pas du tout ça qui ressort de ces films. Il y a une espèce de. Moi, ce que je trouve assez touchant et beau, c'est qu'il y a une espèce de foi. C'est-à-dire que même quand l'amour ne marche pas, même quand l'amour échoue, le simple fait qu'il ait existé à un moment, le simple fait qu'il y ait eu de l'amour à un moment, ça permet de continuer à vivre. Ça permet de continuer à croire, de continuer à espérer. Et en fait, c'est déjà ça. C'est-à-dire que à la fin, quoi qu'il reste à ces personnages, au moins ils auront eu ça et au moins ça a existé. Et je trouve que c'est une super belle vision de se dire que, en fait, l'amour, ça, c'est pas un objet
qui doit exister. C'est pas et ils vécurent heureux jusqu'à pendant très très longtemps. Il y a ce côté, non, l'amour c'est un objet qui existe un peu, puis qui disparaît, parce que c'est fluide, c'est mobile, parce que la vie, parce que plein de raisons, mais qu'en fait c'est pas grave. L'important c'est juste qu'il y en ait à un moment donné. Et s'il y en a, il y a vraiment cette idée que tant qu'il y a eu ne serait-ce qu'une seconde d'amour chez Shinkai, cette seconde peut suffire à sauver quelqu'un et même à sauver, en l'occurrence dans certains films, le monde. Et je trouve que c'est une super belle idée. Dernière question, ça concerne un chapitre, je crois bien que c'est le dernier, c'est sur le mouvement. Et parmi le mouvement, il y a un motif très sérieux, c'est ce que tu dis, hein, je ne suppute rien, c'est le rapport, j'aurais bien voulu aussi qu'on finisse sur ça, c'est le train, qui est un motif vraiment très important si celles et ceux ont vu les films de Shinkai. Il y a des trains dans presque tous ces films, et tu sens que c'est un motif qui l'obsède, qui l'intéresse énormément. C'est le train, comment dire, bon, d'abord, c'est pas le premier à avoir aimé le train, hein, c'est pas le premier à avoir filmé des trains, à s'y être intéressé. Le train, c'est un objet qui est extrêmement cinématographique pour plein de raisons. Ce que je trouve intéressant dans sa vision des trains, et dans ce que les trains, dans son cinéma particulièrement, c'est qu'ils ont plusieurs fonctions. C'est à la fois des outils de connexion, et j'aime bien cette idée que les outils de connexion que ces personnages utilisent soient des outils communs et des outils. Tu ne montes pas tout seul dans un train, il y a forcément plusieurs personnes, et je trouve que c'est intéressant que ce soit ça que ces personnages utilisent. Et c'est aussi, c'est des lieux de choix, c'est-à-dire que l'avantage d'un train, c'est que tu choisis ou pas de le prendre, tu choisis ou pas de monter dedans. Et ce qui va chez Shinkai avec le train, c'est le carrefour, c'est le passage à niveau, c'est le croisement. Et tu vois, il y a cette idée presque en fait que ces films, c'est une série d'embranchements, une série de trains que ces personnages ont pris ou pas pris. Et qui est, je crois, une belle façon aussi de décrire son cinéma, c'est-à-dire que le cinéma de Shinkai, c'est un cinéma de petites choses, de petits choix, de petits moments. On n'est pas sur un réalisateur, on n'est pas sur un réalisateur, comment dire, de l'épique, quoi, qui met en scène des grandes batailles, des grands trucs, des grands affrontements. C'est des personnages qui font des petits choix et qui choisissent ou non d'aller acheter une glace à un combini, ou choisissent ou non de rentrer à pied ou en scooter de l'école. Et sauf que ces choix emboîtés les uns dans les autres, ils construisent des vies, en fait. Et donc tu as vraiment cette idée qu'une vie, c'est vraiment plein de trains, plein de choix, plein de croisements qui s'emboîtent et qui montent et qui aboutissent à une identité. Et je pense que c'est un assez bel usage du train, un usage assez malin du train, parce qu'en fait, il utilise l'objet filmique qui est le train, et il utilise cette idée de mouvement pour dire un truc très simple sur la façon dont une vie se dessine tout doucement finalement, et en mesure à plein de petits dans un emboîtement de plein de petits trucs. C'est la fameuse phrase de La Nuit américaine, les films sont comme des trains dans la nuit, dans le film de Truffaut. Ouais. Il y aurait un peu de ça. Probablement, certainement. Probablement, effectivement. L'œuvre de Makoto Shinkai, c'est sous-titre L'orfèvre de l'animation japonaise, c'est édité chez Third Edition. Et c'est Alexis Molina, l'auteur de ce livre, qui est venu pour nous en parler 3/4 d'heure. Encore une fois, désolé Alexis de ne parler que de 0,001% de ce qu'il y a dans le livre. Donc il faut que les gens soient curieux et qui aillent se procurer ce livre. Tout est dans le descriptif de cette vidéo. Merci beaucoup Alexis en tout cas de nous avoir consacré un peu de ton temps. Et merci à toi. Je recommande vraiment le livre, mais ça je pense que les gens ont compris dès le début que voilà, je suis très sensible en tout cas à ton style et à ce que tu nous proposes, et c'était un plaisir de le lire. Un plaisir partagé. À toi. Merci à toi. Et puis à très vite Alexis. Merci. Salut. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions.